que moi, il y a un truc que j'ai beaucoup vu à Dubaï, des mecs qui commencent à gagner du fric. Tu vois, ils commencent à faire leur 10 000 par mois de profit ou plus, quoi. Ça fait peut-être 2-3 mois qu'ils le font. Donc, ils sont assez récents dans la zone de profitabilité réelle. Et ils font, je vais aller à Dubaï. Parce que tout le monde est à Dubaï, parce que Dubaï c'est cool, parce que Dubaï machin. Donc, tu sais, Dubaï, c'est une ville où tu peux te ruiner en une semaine. Vraiment. C'est quand on te dit, tu veux louer une Lamborghini? Ouais, prends les clés, tu la loues. Ok. Il fait 50 degrés, elle prend feu. Ah, il faut la payer maintenant. Tu vas bouffer un steak, vous le voulez plaqué or? Ah ouais. Ah merde, 1000 balles de plus. En même temps, il faut être con. Mais bon, il y a des gens qui sont cons. Et en fait, t'as plein de mecs qui arrivent à Dubaï. Ils vont fréquenter des gens qui, eux, ne prennent pas 10K de profit, mais prennent, 800 000 de profit par jour. Pas par jour certains, mais enfin plutôt par mois, quoi, tu vois. Et ils vont essayer de vivre comme eux. Les montres, les machins, les clubs, les bidules, les trucs, les restos. Et puis, en fait, quelque part, la reconnaissance sociale que les gens ont d'eux passe à travers leur communication sur les réseaux sociaux et donc leur mode de consommation et leur fréquentation. Donc, ils sont prisonniers de ce game-là. Sauf que ce game-là vampirise tous leurs profits. Déjà, ils travaillent moins et où leur business, ils ont eu de la chance et ils ont moins de chance parce que dans le fond, quand t'es assez con pour tout cramer, t'es probablement assez con pour pas être assez malin pour créer un business pérenne. Et là, le mec, il a plus de sous. Et en général, il va se passer un truc très grave et très problématique, c'est qu'il va commencer à faire des choses criminelles. Et c'est ces mecs-là qui vont aller voir d'autres gens qui ont des anciens business faire, ouais, je peux te racheter ta boutique Shopify et ton Stripe pour 3000 balles. Le mec, tu vas dire, bah oui, tu peux racheter mon business pour 3000 balles. Ok. Tu vois qu'ils récupèrent le Stripe, qu'est-ce qu'ils font les mecs? Bah, ils billent tous les gens en douce. Ouais, mais ça, c'est criminel. C'est du vol. Il n'y a pas de marge d'interprétation. Il n'y a pas de droit de la conso. Non, c'est du vol. Fin d'histoire. C'est du vol, quoi. C'est pur et simple. Et ces mecs-là, quand ils poussent trop loin, un jour, ils repassent à Roissy, boum, ils se font taper, tu vois. Et en fait, moi, j'ai vu des trucs comme ça. Hein. Des gens, en fait, où ils ont un business honnête, ils flambent, ils partent en couille, ils perdent tout, ils veulent maintenir leur statut social, ils veulent maintenir, je dirais, leur réputation sur les réseaux sociaux. Genre, tout le monde qui dit, ah ouais, t'as vu, le mec, il a une vie de fou. Tous les followers qui font, ah, trop bien, t'es le meilleur et tout, t'es allé en boîte, je sais pas trop où. Ok. Maintenir ce niveau de consommation, et derrière, ça va faire de la merde. Et tu vois, et ta vie est niquée, quoi. Et j'ai vu pas mal de gens faire ça, en fait. M'étonne pas. T'as Morgan Housel dans le livre Psychology of Money qui en parle très très bien, qui dit il y a wealth game ou statue game. Et statue game, pourquoi pas, mais ça dépend en fait pourquoi tu joues au statue game, tu vois. Et il dit, tu te compares avec un mec qui, plus il monte de costumes, plus il monte de lambeaux, plus il monte de restaurants, gagne plus d'argent. Et toi, il y a aucune incentive à le faire, mais tu veux te confronter à lui au statue game. Sauf qu'à chaque fois que toi tu le fais, tu perds de l'argent, lui à chaque fois qu'il le fait, il en gagne. Il faut savoir à quel jeu tu joues, dans quel cours tu es et quel est le vrai but des mecs en face de toi, parce que là, ça change tout. Ouais, c'est vrai qu'après l'autre, moi-même, c'est vrai que, moi, tel que je le formulais, mais finalement c'est la même idée, c'est profit versus prestige, quoi. Est-ce que tu es là pour maximiser le prestige, la reconnaissance sociale, est-ce que tu es là pour maximiser le profit, quoi. Et l'exemple que je prends toujours, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, il a commencé en voulant maximiser le profit par le prestige. Il a fait du Minitel en rose. Par définition, c'est crade. C'est regardé avec mépris, avec suspicion, ok. Il a accumulé les premiers millions. Il a créé Free. Il a développé Free. Il est un des mecs les plus riches de France. Il se tape la fille de Bernard Arnault. La vie est belle. Et même maintenant qu'il est milliardaire et qu'il est marié à la fille de Bernard Arnault, les gens qui nous écoutent peuvent arriver à la conclusion que le prestige, il l'a aussi. Alors que les gens qui prennent le prestige, moi je vois ça, quand j'étais à HEC, tout le monde privilégie le prestige. Pourquoi tout le monde rentre à HEC? Prestige, c'est tout. En réalité, tu gagnes pas tant d'argent que ça après HEC. Pas à notre génération. Prestige. Et après, ils vont aller faire un double diplôme avec, je sais pas quelle fac à la con. Pourquoi? Prestige. Après, ils vont aller faire des stages chez McKinsey et Goldman Sachs. Pourquoi? Prestige, pas profit. Après, ils vont aller bosser dans je sais pas quel grand groupe. Pourquoi? Prestige. Parce qu'il faut aller là, parce que c'est important, parce que, voilà, t'es le genre idéal, parce que tout le monde dit, ils ont des vies de merde. Ils ont des vies de merde. J'en ai connu des consultants internationaux, McKinsey, etc. Mais surtout, ils ont gagnent de l'argent, hein. Ils ont pas de vie. Ils gagnent de l'argent, certains, mais ils ont pas de vie. Ils ont pas tant d'argent. C'est à compétence égale, à travail égal, à niquage de santé égal. C'est pas tes 8000 balles chez McKinsey, enfin, je veux dire, ou BCG, ou chez Goldman Sachs, ok, 15 avec prime si tu veux, quoi, par mois, mais ok, je dirais pour le commun des mortels, ça doit être beaucoup, mais sur Internet, ce serait un petit joueur, enfin, tu vois, c'est, bien sûr. donc, en fait, à intelligence, à acharnement égal, il ferait du x10 en travaillant 2 fois moins. C'est vrai. Et du coup, si en travaillant 2 fois moins, c'est pas travail égal, mais bon, bref, tu vois l'idée. Et donc, toi, ce qui est marrant avec ces mecs, c'est qu'à la fin de la journée, ce sont des petites salopes.
Parce qu'ils sont là, ils font, oui, chef, esclave du mois dans la plantation. Tu peux rester ce soir jusqu'à 21h pour finir le PowerPoint? Ah oui, chef, avec plaisir. Tu vois, ce sont des victimes, tu vois, littéralement. Et alors, ok, peut-être qu'ils vont avoir un salaire supérieur à la moyenne. Oui, mais ils vivent à Paris ou à New York. Ça taxe à mort. Et le coût de la vie, il est hors de prix. Et là, ils vont se trouver une grognasse, une française là. Et ils vont dire, donc elle va mettre la pression. Ah, ça serait bien qu'on se marie et que, pourquoi pas, et qu'on prenne, il faut être propriétaire à Paris. Ah oui, propriétaire à Paris. Donc ils vont se prendre, je dirais, un appartement niqué, mais dans un quartier qui monte. Parce que pendant que le quartier monte, ce qui est d'ailleurs vachement discutable, quand tu sors dans la rue 5 minutes, le pays, il est en chute libre. Donc en fait, tu viens de louer une suite dans le Titanic, quoi. Mes félicitations. Et surtout, ton pouvoir de négociation face à la vie et face à ton employeur vient de s'effondrer parce que l'employeur, tôt ou tard, il sait que tu as un crédit. Hein. Ah ouais, t'es devenu propriétaire, Kevin. Ah bravo. Tu te dis, ah bravo, c'est bien d'être propriétaire, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, parce que il te le dit, le mec, parce qu'à la minute où tu as signé le bail, c'est pas un bail, mais bon, le contrat, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle en France, aucune idée. Ton pouvoir de négociation face à la vie est proche de zéro. Tous les mois, il faut que tu aies le charbon pour rembourser le prêt. Bien sûr. Tous les mois. Pour les 20 prochaines années. Mes félicitations, tu viens d'être la pute du système. Esclave du mois dans la plantation, tu vois. C'était un mime horrible ce truc-là, mais bon. Je suis d'accord avec toi sur ce truc de profit over prestige. Je répète toujours aux gens en rigolant, tu vois, c'est moi le goal dans la vie, entre guillemets, tu vois, c'est d'être en jogging dans ma maison à la campagne ou à la montagne, 100 millions de net worth et une voiture Pikachu. Genre, foutez-moi la paix, je m'en bats les couilles. Je veux pas qu'on m'emmerde, je veux pas mettre de costume. Il y a une période de ma vie où j'ai aimé ça, et j'avais pas besoin de les mettre. Et aujourd'hui, vraiment, tu vois, quand tu me dis, ouais, faut se saper, je fais, pourquoi? Moi, pour impressionner qui? Le seul truc excessif que j'aimerais bien avoir, c'est un jet. Parce que pour moi, c'est la mobilité absolue, c'est la liberté absolue. Mais bon, c'est un peu fantasmé parce que dans les vrais, c'est hors que des emmerdes, quoi. Et tu loues, c'est beaucoup moins de problème. C'est à moins de t'appeler Walmart, ça sert à quoi d'avoir un jet à toi? Ça coûte une blinde pour que tu t'en serves pas plus de si tu le loues. Et si t'as assez de cash, de toute façon, tu peux le louer, mais j'en avoir toujours un dispo. Sauf que t'as pas les emmerdes du jet, quoi. Oh non, mais c'est juste un délire, quoi. Après, je comprends l'idée, hein. Moi, pour le coup, le posséder, c'est un truc qui m'attire pas du tout, quoi. Si je me demande si quand tu le possèdes, un gros gouffre. Ça dépend. Je me demande si tu le mets en location quand tu l'utilises pas. Est-ce que tu peux le rentabiliser ou à tout le monde break-even? Je sais pas. J'ai pas les chiffres, mais ça me paraît un peu. Faut demander à Grant Cardone. Il doit savoir, lui. Ouais, mais lui, il le rentabilise. Déjà, lui, il passe son temps à se balader d'un bled à l'autre pour faire des opérations immobilières, théoriquement. Et surtout, lui, il est là pour vendre du rêve.